L'urgence climatique s'accélère. On a connu ces dernières semaines du 51 degrés en Inde, du 45 degrés en Sibérie, au nord du cercle polaire. L'année dernière en France, on a vécu des épisodes caniculaires avec des records absolus de températures qui ont été dépassés jusqu'à 46 degrés. Et on sort également d'une période de confinement qui a été un temps de recul et un temps qui, pour beaucoup, a permis de faire l'inventaire de l'essentiel. Notre proposition de loi s'inspire ouvertement, je pense on peut dire, des propositions qui ont été formulées notamment par Dominique Bourg, Pablo Servigne, proposition qui s'appelle « Pour un retour sur Terre ». Elle s'inspire aussi de la démarche de Bruno Latour qui proposait, vous savez, dans un texte au moment du confinement, d'imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise. Et en fait, quand on interroge les citoyens sur ce qui doit changer, sur ce qui doit être renforcé dans la pandémie qu'on a vécue, ce qui doit être renforcé, c'est la possibilité d'accéder à une alimentation saine, cultivée à proximité. Ce qui doit être renforcé, c'est les liens humains, les liens avec nos proches, et ce qui doit être abandonné ou qui peut être considéré comme superflu et qui donc doit rentrer maintenant dans un certain nombre de limites, c'est notamment l'avion. Elle vise donc les déplacements de loisirs dans un premier temps, et bien entendu sont exclus tout ce qui a trait à la continuité territoriale de la République française, donc tout ce qui sont évidemment les liaisons avec la Corse, les départements d'outre-mer, de la même façon que sont exclus de ce dispositif tout ce qui a un rapport avec les droits fondamentaux et la dignité humaine, donc la nécessité de se rendre à l'étranger pour voir sa famille, pour assister au décès aux obsèques d'un proche, etc., ne sont pas concernés par cette proposition de loi. Donc en fait, on impose avec ce texte les principes de base de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a un quota annuel qui est fixé en fonction de la stratégie nationale bas carbone et de ce qu'on appelle dans le Code de l'environnement le budget carbone, qui est donc censé décroître jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2050. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en moyenne à 12 tonnes de carbone par habitant en France et qu'il va falloir arriver à 2 tonnes par habitant. Et un mécanisme de quotas, de limitation, de plafond nous paraît beaucoup plus efficace et beaucoup plus juste que des taxes qui posent des problèmes d'injustice sociale et qui, par ailleurs, et en plus et surtout, n'atteignent pas des objectifs d'efficacité. Voilà, et donc ce système de quotas serait cumulable dans le temps selon une période à définir et fonctionnerait en utilisant les données dont disposent l'État et les compagnies aériennes à travers le fichier des passagers, qui permet de connaître en fait pour chaque voyage en avion son point de départ, ses éventuelles correspondances, etc. Et donc chaque voyage en avion ferait l'objet d'un débit sur le compte carbone de tout un chacun. Donc voilà l'idée nouvelle et alternative à tout ce qui a été avancé jusqu'ici que nous voulons mettre en débat avec cette proposition de loi. Vas-y. Bon, oui. Il y a un an, on a inspiré Bruno Le Maire, enfin il y a un an, on était plus exactement traités de fous, d'écolos radicaux et ainsi de suite. Et 12 mois plus tard, c'est repris par Bruno Le Maire en mode rikiki, mais grosso modo, l'idée est reprise. Et là, aujourd'hui, je suis convaincu que ce qu'on va nous sortir, c'est que c'est impensable, qu'on ait toujours les fous, mais les fous, c'est pas nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la proposition de loi qu'on met sur la table, elle n'est sans doute pas pleinement aboutie, mais elle marque une rupture dans une logique et elle ouvre pour moi un champ qui permet de conjuguer justice sociale et justice climatique. Juste reprendre, Delphine le disait, pour les vols qui sont en provenance ou à l'arrivée de France, ça représente 10% des gaz à effet de serre en France, donc c'est pas rien, mais surtout on sait que si on laisse faire, le marché, le trafic, il va être multiplié par 4 d'ici 2050.
Donc, c'est pas viable. Et là, on a quelque chose qui est régulable, parce que d'autant plus que ça concerne, pour l'essentiel, une minorité. Alors, malheureusement, il y a un tableau qu'on aimerait bien avoir, qu'on n'a pas. Donc, peut-être que c'est une demande à faire au ministère, mais moi, j'aimerais bien avoir le tableau, quasiment décile par décile, mais aussi dans les derniers pourcentages de déciles supérieurs de la population, du nombre de kilomètres effectués et du nombre de trajets effectués pour les 1% les plus riches, les 5% les plus riches et tout ça. On a pour les 10 et les 20%. Mais donc on effectue une espèce de collection de petites données du rapport social à l'avion. On a dans le rapport du GIEC, 15% des voyageurs représentent 2/3 des gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que dans l'usage de l'avion, il y a une hyper concentration sur ceux qui sont les plus gros usagers, qui sont en fait des usagers assez réguliers. Dans le chiffre project concernant la France, le GIEC c'était au niveau mondial, concernant la France, on aurait 5% des voyageurs égale 50% des émissions. Je lis un rapport sur la mobilité là qui dit qu'il y a 1% des Français qui prennent l'avion tous les 15 jours. Donc voilà, là, et on a l'aviation d'affaires notamment, dont elle sait qu'elle émet 40 fois plus de gaz à effet de serre que l'aviation de ligne, qui elle-même émet 40 fois plus que l'usage du train. Donc on serait sur 1600 fois plus que le TGV pour l'aviation d'affaires. Donc évidemment, là, il y a quelque chose de... Il y a deux solutions à ce moment-là. Soit on dit on taxe. En fait, moi, ma réflexion sur ce sujet, sur le passage au quota, elle est assez ancienne et elle se cristallise au moment de la taxe carbone sur les gilets jaunes, où je vois combien il est injuste de surtaxer en l'occurrence ça, alors qu'on sait que dans le même temps, on a les 10% les plus riches qui émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Or, si on met en place une taxe sur l'avion ou sur la voiture, ça va être $1 pour ceux qui ont les moyens, et ceux qui ont déjà la difficulté à se déplacer, eux, la taxe supplémentaire, elle va peser fortement dans leur poche. Pour donner une statistique, pour caractériser ça au-dessus d'une statistique, sur les 10% les plus pauvres, la taxe carbone, elle pesait 4 fois plus que sur les 10% les plus riches. Donc c'est-à-dire que finalement, ce sont ceux qui sont les moins émetteurs qui allaient se retrouver en pourcentage dans leur vie quotidienne les plus taxés. Donc pour moi, c'est à la fois inefficace, parce que $1 sur les plus gros usagers, et injuste socialement. Je pose même un critère moral. En quoi être riche et payé doit attribuer le droit de polluer l'air des autres. Donc, il s'agit là de proposer une rupture et un changement de logique. C'est quoi? C'est de passer à une limite, à des plafonds, des quotas, une limite, c'est-à-dire on le disait, il me semble déjà dans notre précédente proposition de loi, mais il faut leur remettre les pieds sur terre. Il y a une classe à qui il faut remettre les pieds sur terre. J'ai fait un rapport avec mon collègue En Marche, Bruno Bonnel, sur le métier du lien, et je dois dire qu'on s'entend bien. Maintenant, je lui dis, bah voilà, la semaine prochaine, je présente ma proposition de loi sur les quotas aériens avec Delphine Bateau. Il me dit, mais comment j'aurais fait, moi, du temps où j'étais patron d'infogramme, je faisais 380 000 km par an. Ah oui, bah non, c'est fini, quoi. C'est pas possible. Ça, il va falloir... Il y a un plafond, il y a une limite. On ne peut pas être... là, vous savez, quand j'étais reporter pour la radio, et à un moment, je me suis trouvé à Monaco, au salon du yacht. Et il y avait le yacht, le super yacht, le méga yacht, le véga yacht, et c'était toujours plus grand. Et il y avait un yacht qui s'appelait le limitless, le sans limite. Et ça dit tout de la psychologie de la classe dominante. C'est-à-dire une hubris, une deux-mesures, tels les héros antiques, et qui se croient l'autorisation de tout consommer, tout polluer, tout surconsommer, tout surpolluer. Là, évidemment, ce qu'on propose, il me semble, c'est de dire il y a un plafond, il y a une limite, et elle vaut pour tout le monde. Donc je pense que c'est une manière de conjuguer justice sociale et justice climatique. Je fais quelques petits apartés pour dire... On dit clairement dans notre proposition de loi, nous sommes pour 0 licenciement dans l'industrie aéronautique, on le dit aussi pour l'industrie automobile, mais 0 licenciement dans l'industrie aéronautique. Pourquoi? Toujours pour la même raison. Si on veut embarquer, en particulier les classes populaires, dans la transition écologique, ça ne peut pas se faire avec de la casse sociale. Donc là, il faut avoir une garantie de parcours professionnel, de formation et ainsi de suite, mais qui fasse que ça se fasse sans casse sociale. Je répète les exceptions, parce qu'il faut bien qu'elles soient notées,
qu'on met dans notre... Je vais même le lire, si on me permet ce petit bout-là, pour qu'il n'y ait pas des accusations qui soient indues. Des exceptions sont bien entendu à prévoir, par exemple pour la continuité territoriale de la Corse et des Outre-mer, les rapprochements familiaux, des impératifs de santé, tout ce qui concerne le respect de la dignité des personnes. Donc c'est bien noté tel quel. Enfin, vous dire que moi, mon sentiment, c'est que même avec ça, on n'est pas à la hauteur. Bien dans son discours, Macron, il dit qu'on va vers plus 7 degrés en 2100. Je sais, de manière un peu vulgaire et répétitive, je me pose la question, quel monde de merde on va laisser à nos enfants? Et je pense qu'ils vont, du coup, des changements de logique. Il faut des ruptures, ça en est une marque. Voilà, ça en est une marque, et je pense que, voilà, je pense que l'avenir sera fécond sur le terrain, en effet, de poser des plafonds, même si c'est pas... Moi, j'ai bien conscience que c'est pas dans la semaine que ça va être adopté. Mais voilà, c'est poser un jalon pour dire, voilà, il doit y avoir un changement de logique. C'est pas par des taxes qu'on va s'en sortir et qu'on va produire des changements, mais c'est aussi par le fait de poser des plafonds, poser des limites, poser des quotas. Et maintenant, on est ouvert à la discussion. Juste un truc, hier, moi, je rencontrais, mais je crois que toi aussi, des étudiants de Supaéro et de l'ENAC, donc les deux écoles d'aviation, et qui eux-mêmes disaient on ne peut pas faire reposer notre avenir sur il va nous arriver un miracle qui va être l'avion à hydrogène. Parce que le gouvernement, en vérité, le seul pari qu'il fait, c'est un pari technologique, et je crains même que sur l'ensemble de la transition ou de la transformation du choc écologique, comme dirait Delphine, qu'il nous faut avoir, à la place de modifier les structures sociales, on fasse beaucoup le pari de l'innovation technologique, qui peut représenter une part de la solution, mais là en tout cas, on n'en a pas le début d'une ébauche réelle en la matière. Des élections. Ah ben bien sûr. Est-ce que, justement, on parlait de Bruno Bonnel, qui trouvait votre idée intéressante, et qui disait, en revanche, est-ce que chacun ne pourrait pas avoir un quota, et éventuellement, si on n'utilise pas, on peut donner à quelqu'un? Alors, nous avons, dans la proposition de loi, opté pour le principe de quotas qui ne soient pas transférables et qui ne puissent pas donner lieu à des transactions. Vraiment, on est dans une optique de justice, d'égalité, donc limitation pour ceux qui l'utilisent beaucoup de l'usage de l'avion. On n'est pas dans la logique de créer un marché de quotas. Je dis ça pourquoi? Parce que le système du marché de quotas, c'est celui qui a totalement échoué au niveau européen, qui concerne les grandes entreprises très émettrices de gaz à effet de serre. Et en fait, la croyance, quand ce système a été fondé, c'est que la main invisible du marché allait spontanément être vertueuse et que mécaniquement, en fait, l'existence d'un marché allait faire que petit à petit, le prix du carbone allait augmenter et que donc ça inciterait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc on n'est pas du tout dans le fait de reproduire cette logique de créer un marché dans lequel on s'échangerait des quotas carbone, et en revanche on prévoit qu'ils soient cumulables dans le temps, c'est-à-dire la proposition de loi n'entre pas dans le chiffrage de quel doit être le quota là cette année. On donne cette mission à un arrêté conjoint du ministre de l'Énergie et du ministre des Transports en se basant sur la stratégie nationale bas carbone et donc sur l'avis du Haut Conseil pour le climat qui lui peut planifier par période de 5 ans en fait quel est le quota prévisible en fait. Donc en fait le fait de pouvoir cumuler ces quotas, ça fait que si vous pouvez, je sais pas, sur une période de 5 ans réaliser tel ou tel voyage, mais le but n'est pas de faire que les pauvres vendent leur quota carbone aux riches. Non mais c'est vrai, après moi je me situe sur le terrain de la justice sociale et c'est pas juste quoi. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on va avoir le droit de polluer davantage. C'est tout. On doit les donner. Ouais mais ouais. Mais tant qu'on n'a pas comment je pourrais dire, de matérialisation concrète, qu'on ne peut pas se dire sur une année ça fait 1000 km de voyage ou 1600 km de voyage, ou voilà, on peut faire un voyage de temps concrètement, c'est-à-dire vous renvoyez effectivement une analyse qui sera faite par la suite.
c'est compliqué de voir si c'est réalisable, pas réalisable, envisageable. Totalement réalisable. En fait, on sait qu'aujourd'hui, la moyenne pour les déplacements de loisirs, puisque à cette étape, c'est ça qu'on vise, la moyenne aujourd'hui, elle est de 1700 km par habitant. Mais le problème, comme l'a très bien expliqué François tout à l'heure, c'est que c'est une moyenne qui donc en réalité ne veut rien dire. Et comme l'a dit François, en fait, on n'a pas le détail. On n'a pas le détail en fait, par catégorie sociale, etc., des différents types d'usage de l'avion. On peut en plus tout à fait envisager un quota qui évolue progressivement en termes de diminution entre maintenant et 2025, entre 2025 et 2030. Le problème n'est pas de jeter un chiffre sur le papier. En revanche, ce sur quoi je veux insister, c'est que pour l'avion, c'est faisable maintenant. Il y a d'autres... Moi, je suis favorable de façon générale au système des quotas carbone. On peut même imaginer, lorsque la situation sera faisable pour les quotas carbone, qu'on serait sur des quotas carbone qui seraient indifférenciés selon l'usage du carbone. C'est-à-dire qu'ils ne rentreraient plus dans le détail de savoir si c'est pour faire de l'avion, si c'est pour prendre la voiture, etc. Ce qui permettrait d'intégrer la diversité des modes de vie, la diversité des choix. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas techniquement possible. En revanche, le quota qui est là, il est aujourd'hui techniquement possible. C'est-à-dire que la base, si vous voulez, informatique qui permet de déterminer le nombre de tonnes équivalent carbone de chaque voyage d'avion, elle existe. C'est matériellement faisable aujourd'hui, avec de la volonté politique, de le mettre en place. Alors là, nous, on a prévu un délai de 6 mois, mais ce n'est pas, voyez, une idée qui demanderait des développements extrêmement compliqués, où les données n'existeraient pas. En l'occurrence, les données existent et techniquement, c'est facile de les rassembler et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui représenterait bien davantage de difficultés si on décidait que ce soit la collecte de tous les modes de transport et de tous les modes de vie et ainsi de suite. C'est pas, aujourd'hui, on n'est pas à même de faire ça. Et après, ça pose une autre question. Je pense que c'est donc techniquement faisable et c'est socialement faisable. Parce qu'en fait, on a tellement un usage, il faudrait le vérifier, parce que là, je vous donnais les chiffres que je vous ai donnés depuis, je vous dis, c'est une espèce de collection de différents rapports pour voir un peu ce que ça pourrait donner, mais on a tellement une hyper-concentration de l'usage de l'avion sur les 2 derniers déciles, et en vérité, on peut parier qu'il y a un truc qui est hyperbolique sur le dernier pourcent, et sans doute même à l'intérieur de ce dernier pourcent sur l'usage de l'avion en tant qu'émission de gaz à effet de serre, notamment en passant par l'aviation d'affaires par exemple, que en l'occurrence c'est socialement acceptable et on est sur quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde, quoi. Voilà, donc je pense que... Juste une petite précision, parce que vous parlez des voyages d'affaires, donc les déplacements professionnels ne sont pas concernés par... Pour l'instant pas. Non, parce qu'en fait, on a eu la discussion d'ailleurs dans l'élaboration de cette proposition de loi pour les déplacements professionnels, qui par ailleurs, là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer, j'allais dire par eux-mêmes, leur rapport à l'avion et qui se rendent compte que d'aller à l'autre bout du monde pour une conférence de 2 jours, mais en fait, peut-être qu'on peut la faire en visio. Donc il y a des choses qui bon. Sur la question des déplacements professionnels, en fait, on ne veut pas que ça entraîne une imputation sur le quota carbone personnel. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait des quotas par personne morale. Voilà. Et donc, voilà, honnêtement, on dit que c'est pas mûr aujourd'hui, mais oui, il faut aller vers ça. Ça existe dans d'autres pays, ce système ? Non. Et du coup, comment... C'est comme la suppression des liaisons aériennes. Peut-être s'il y avait eu la Belgique avec la Hollande qui avait dû commencer, mais... Et du coup, philosophiquement, ça devrait dire restreindre les Français, interdire aux Français de voyager autant qu'ils le veulent, alors que tous les autres pourraient le faire dans notre ciel avec nos compagnies et des compagnies françaises. Alors en fait, philosophiquement, ça renvoie effectivement à une question fondamentale qui est la reconnaissance des limites planétaires. Voilà, la notion fondamentale, effectivement, conceptuellement, c'est que
la croissance infinie du trafic aérien, la multiplication par 2 du nombre de passagers aériens tous les 10 ans, qui est le rythme sur lequel on est, l'augmentation du trafic aérien après chaque crise du secteur aéronautique qu'on a vécu dans le passé, ça c'est incompatible avec les limites physiques du système Terre. Et donc oui, c'est une autre approche en fait que les approches qui ont prévalu jusqu'à présent, qui était d'aborder ça par le caractère vertueux de l'instauration de fiscalité, ce que François a très bien expliqué tout à l'heure. Ça ne marche pas. Ça pose des problèmes d'inégalité sociale et en plus, ça ne fonctionne pas. Donc il faut entrer dans une autre logique. Je reviens sur cette histoire de taxe, j'ai bien compris pourquoi vous ne vouliez pas passer par la taxation, mais est-ce que quand même, par exemple, on avait beaucoup parlé, pendant les Gilets jaunes notamment, de la fiscalité sur le kérosène, des avions, est-ce que pour vous cette mesure elle est complémentaire avec ce que vous proposez? Parce que l'un des problèmes de l'aérien, c'est aussi que c'est quand même beaucoup moins cher que le train. Aussi alors, sur le kérosène, en fait, il faut distinguer 2 choses. En fait, aujourd'hui, l'aviation bénéficie de façon indue d'exonération. C'est-à-dire par rapport, si vous voulez, à la fiscalité qui s'applique à d'autres carburants dans d'autres domaines, l'aviation échappe à la norme. Ça, c'est pas possible. Par contre, considérer qu'il suffirait de mettre des taxes supplémentaires pour régler le problème de l'empreinte carbone de l'aviation, non. C'est pas... Et sur l'aspect du coût du billet d'avion qui donne pas mal de configuration pour voyager loin, le train est 3, 4 à 5 fois plus cher que l'avion. Ça c'est pour les vols intérieurs. Bon, pour les vols intérieurs, moi je suis pour que Bruno Le Maire va dans une bonne direction, il faut qu'elle aille plus loin. La Convention citoyenne pour le climat a proposé quelque chose qui en ce sens. En gros, ce que propose Bruno Le Maire, il nous semble que ça représente 12% des émissions de gaz à effet de serre sur les vols intérieurs. C'est bien ça, hein, mais parce que je ne sais plus si c'est 12% des trajets ou 12%, mais donc ça concerne pour l'instant quelque chose qui est minoritaire. Mais voilà, donc après moi, ça pose une autre question, ce que vous dites, c'est comment on investit dans le train. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, là parce qu'on revient sur la question des vols intérieurs, alors que nous, notre question, là on pose la question de tout général. On en train à l'Allemagne, voilà. En Espagne, mais moi je pense que, aller en vacances voilà, moi je pense que même au niveau européen, ça devrait être le train qui devrait être le mode de transport privilégié, intra-européen, quoi. Donc, mais ça demande un investissement dans le train. Or, on a plutôt un désinvestissement qu'un investissement, et y compris si on veut sortir de la mono-industrie de l'aéronautique, parce que l'inquiétude des jeunes qu'on rencontrait hier, il y a quand même eu 700 signataires dans les deux principales écoles d'aviation pour dire que ça peut plus continuer comme ça. Leur inquiétude, c'est la mono-industrie qu'on crée, leur possibilité de conversion, eux, c'est sur le ferroviaire. Donc là, en intérieur, moi je parle même d'intérieur européen. Je pense qu'il faut poser la question d'un plan d'investissement pour substituer le train à l'avion, et puis avec sans doute un objectif philosophiquement de se dire que l'avenir est moins à l'accélération qu'au ralentissement. Voilà, après moi, sur le philosophiquement, est-ce qu'on laisse une planète qui est viable à nos gosses ou pas? C'est philosophiquement, est-ce que ça touche tous les Français, ou est-ce qu'aujourd'hui, notre mesure, elle touche les 20% de Français qui sont les plus concernés? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, philosophiquement, est-ce que, en faisant ça, si jamais on le faisait, si jamais on était aux manettes pour le faire, est-ce qu'on envoie un signal au reste de la planète qui est que, oui, la France entre dans cette direction-là et que, philosophiquement, elle porte pour demain un autre peut-être rapport au temps, un autre rapport à l'espace, un autre rapport à la justice sociale et un autre rapport à la justice climatique. Voilà ce que contient en germe cette mesure. Voilà ce qu'elle vient dire. Mais donc voilà, donc, elle porte en effet une philosophie qui est une philosophie de limitation pour les classes supérieures et une philosophie de justice pour tous, quoi. Et moi, je suis tout à fait convaincu que, ça peut être que c'est pas en chargeant le billet d'avion qu'on va s'en sortir. Ça dépend de l'objectif qui est poursuivi. Si c'est de faire des rentrées supplémentaires pour l'État, c'est très bien. Si c'est de dire que ça va permettre un basculement et une limitation de la croissance du trafic aérien, je suis plus que dubitatif. Ça va faire que les gens qui déjà ont des difficultés à entrer dans l'avion pour aller voir leur famille, dont un membre se trouve à l'autre bout de la planète, vous prenez ici les femmes de ménage capverdiennes de l'Assemblée nationale, elles ne peuvent pas partir en vacances au mois d'août parce que au mois d'août les billets sont super chers et ainsi de suite.
Si jamais vous leur dites qu'il va y avoir 200 € à mettre en plus, c'est l'impossibilité pour elles de le faire. Donc il y a quelque chose qui va ne pas être juste. Pour moi, dans le fait de passer par la taxe, dans l'alourdissement du prix du billet, il y a quelque chose qui n'est pas juste, quoi. Et donc, c'est pour ça que on propose un glissement vers le quota. Et justement, vous dites vouloir concilier justice climatique et justice sociale et avoir pour objectif le zéro licenciement dans l'industrie aéronautique. Comment vous comptez obtenir cette garantie? Déjà, les 22 000 licenciements qui sont programmés là, chez Airbus et chez Air France, ce n'est pas de notre fait. Donc ça veut dire qu'il y a des dégâts sociaux qui sont produits indépendamment d'une volonté organisée d'aller vers une diminution du trafic aérien, d'aller vers un trafic aérien qui soit raisonnable. Donc déjà, il y a de la casse sociale. Donc moi, je dis déjà, pour ces 22 000 là, aujourd'hui, 0 licenciement. Et ce n'est pas nous. Mais je dis 0 licenciement. Parce que je dis que les gars de Blagnac, de chez moi, Méholt, et ainsi de suite, qui vont subir ça, et si on leur dit que c'est à cause de la transition écologique, ça leur fait détester le virage qu'on doit prendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je demande, moi, à l'État, si jamais Airbus... alors déjà, il ne faut plus qu'ils versent ce dividende quand même, pendant un paquet d'années quand on fait des plans comme ça. Airbus et Air France, si jamais ils font ça, que l'État se substitue et mette en place des plans de transition pour peut-être du chômage partiel, de la répartition du temps de travail pour qu'il continue à y avoir mais qu'il y ait 0 licenciement, 0 baisse de salaire. Sur cet élément-là, parce qu'il est absolument central et capital. En fait, l'industrie de l'aviation civile et aéronautique en France, c'est le secteur qui a ce qu'on appelle le plus fort coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour chaque... c'est 4,8. Vous avez 2 régions, notamment la mienne, dans lesquelles c'est une filière industrielle majeure, ce que François appelait tout à l'heure la mono-industrie. Et en fait, faire preuve aujourd'hui d'aveuglement, c'est-à-dire que considérer que les difficultés qu'affronte le secteur aérien et aéronautique, ce serait que lié à la mise à l'arrêt de la pandémie. Et que derrière, on va repartir comme avant, puis on finira par trouver un avion complètement propre. C'est pas responsable du point de vue de l'activité industrielle, c'est pas responsable du point de vue des emplois. Donc à la fois, il faut, ce que j'appelle moi, on a peut-être des mots différents, une sécurité sociale écologique, c'est-à-dire que toutes les activités sur lesquelles il y a des transformations à opérer, on garantisse le maintien du salaire, mais il y a à organiser la reconversion d'une partie des activités de la filière aéronautique. Est-ce que c'est faisable? La réponse est oui, parce que ce sont des métiers dans lesquels il y a une haute technicité, un haut niveau de compétence et sur lesquels on travaille sur les propriétés des matériaux, sur la légèreté des composants, etc. Enfin, je ne vous fais pas la longue liste. Et justement, ce que demandent les étudiants, les écoles, c'est qu'aujourd'hui, l'État prenne ça à bras-le-corps, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire « non, on n'a pas vu, vous inquiétez pas, ça va redémarrer dans 2 ans, ça reprendra comme avant, et puis le nombre de passagers va doubler d'ici 2030, parce que c'est ça les scénarios sur lesquels on est. Et puis les émissions de CO2, on va s'occuper de neutraliser seulement la hausse, parce que c'est ça que défend aujourd'hui l'industrie aéronautique. C'est pas d'atteindre la neutralité carbone, c'est de neutraliser la hausse. Et de la neutraliser comment? Avec les agrocarburants. Vive la déforestation. On ne peut pas. Et ce qui est en cours là aujourd'hui, c'est dangereux, parce que c'est dangereux pour l'écologie, mais c'est aussi dangereux pour les emplois. Avec le risque que les suppressions annoncées maintenant ne soient que le début en fait, d'un long processus, faute d'avoir organisé dans le temps, de façon responsable, une évolution d'une stratégie industrielle qui a par ailleurs beaucoup à apporter à tout ce qu'on a développé en termes de relocalisation de l'économie. Juste une remarque tout à l'heure par rapport au secteur ferroviaire. Il a subi des pertes de 4 milliards d'euros liées au confinement, pour l'instant sans véritable prise en compte, tandis que des aides importantes ont été accordées à l'aérien et à l'automobile. Je pense qu'une demande qu'on peut faire, c'est que la situation du secteur ferroviaire strictement liée à ce qui s'est passé avec la pandémie et le confinement soit tout aussi prise en considération, sans parler effectivement des besoins d'investissement supplémentaires.
Alors vous dites que les 22 000 licenciements annoncés ne sont pas liés à votre projet, évidemment, ça c'est sûr, mais est-ce que vous ne reconnaissez pas que le projet qui vise quand même à réduire la part de l'aérien va de fait conduire à de nouveaux licenciements? Et donc, non, moi je pense que ça ne conduira pas à des licenciements parce que, je veux dire, on va aller, puis même, je veux dire, notre projet s'inscrit dans une durée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont sortir, qui vont aller à la retraite et puis qui vont sortir de ça. Là, on ne dit pas dans 6 mois c'est terminé, il n'y a plus besoin d'avion, quoi. C'est pas ça le truc dans lequel on est. Donc en revanche, dire qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui doivent diminuer, et l'aérien en fait partie, mais qu'il y a des secteurs qui doivent augmenter, je ne sais pas, par exemple, quand on parle avec les étudiants, ce qui leur vient plus à l'esprit de production derrière, c'est le train et l'éolien. Donc il faut créer des secteurs industriels qui viennent récupérer les savoir-faire et la main-d'œuvre. Et ce que je regrette moi aujourd'hui de la part du gouvernement, c'est qu'on est dans le colmatage. On bouche les trous. Mais qu'est-ce qu'il y a comme visée stratégique? Sur quoi demain on pense que se joue l'avenir du pays? Et moi je ne vois pas de visée stratégique. Stratégique de la filière industrielle à la note du Shift Project sur les évolutions, qui est un travail en cours, qui n'est pas encore complètement abouti, mais qui est quand même assez précise sur les possibilités de transfert. Quand je discutais avec les étudiants là hier, je prenais l'exemple, si vous voulez, d'un État qui a une vision. Il regarde tous les emplois qu'il y a dans les métiers d'accueil, dans les fonctions support, et tous les besoins qu'il y a, par exemple, dans ce même type de métier dans le ferroviaire. Voilà. Vous avez tous les jeunes aujourd'hui qui veulent partir en train de nuit en Europe. On n'a pas l'offre, en fait, en face. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'acceptabilité sociale. Ce concept de quota carbone, vous pouvez développer un petit peu? Non, je ne dis pas que ça va. Je veux dire, on sait qu'on a une proposition qui est une proposition de rupture, donc ça ne va pas venir immédiatement. C'est un travail dans les esprits qui doit se faire, et ainsi de suite, de comprendre la logique et qu'on va vers une logique qui est une logique plus juste. Mais là, moi, je demande à voir les statistiques, hein, donc je les demande à nouveau. Mais ce qui se dessine, c'est quand même une courbe hyperbolique. Si on dit qu'on pose un plafond qui a une limite à ne pas dépasser, je pense que la société française comprend bien que, pour reprendre le cas de mon collègue, 380 000 km par an, il y a un problème. Mais sans vouloir cibler, lui, si jamais, parce qu'on se méfie de cette statistique, mais si jamais le rapport mobilité est exact et qu'il y a 1% des Français qui prennent l'avion tous les 15 jours, il y a un souci. Ce mode de vie-là n'est pas compatible avec les limites planétaires, quoi. Et ça, je pense que massivement, les gens l'entendent. Après, moi, je pose la question du bonheur, quoi. Non seulement le réchauffement climatique qui va nous amener à un paquet de catastrophes, mais est-ce que même la manière dont on vit aujourd'hui sur cette planète avec un hyper-rythme et sans doute en faisant de l'hyper-tourisme hyper rapidement, est-ce que ça participe de notre bonheur commun? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que même ceux qui se retrouvent pris dans ce cycle-là le vivent finalement comme une chance inouïe de voler, parce que c'en est une, et il n'y a pas de raison de s'en priver, mais que c'est une chance inouïe, et la chance d'aller ailleurs, et de prendre son temps d'y rester, de découvrir le pays, de découvrir les gens, et ainsi de suite. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la course continue, même pour le tourisme, c'est-à-dire pour ce temps qui doit être à part dans nos existences du temps professionnel. J'ai l'impression que la course, elle se poursuit, quoi. C'est moins les voyages avec Air France que ceux avec Ryanair que vous disiez. Bah ça c'est clair que nous on est pour de toute façon pour une élimination des compagnies low cost. Hein. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, dans la proposition de loi qu'on avait fait il y a 1 an, on parlait bien de liaison, on ne parlait pas en termes de compagnie. Comme vous le savez, c'est ce qui est en train de retenir le gouvernement français, qui est en train de discuter avec Bruxelles sur la petite partie qu'ils sont en train de viser. Mais les idées vont vite.
dans la période d'urgence dans Si laquelle... vous croyez vraiment au potentiel de celle-ci? Moi, je crois au potentiel du quota. Après, mais je crois au potentiel du changement de logique. La taxe, ça ne marche pas et c'est pas juste. Donc, en effet, l'idée qu'il y a un plafond et que ce plafond, on remet les pieds sur terre. On sait très bien, c'est un sentiment comme ça qui est l'hubris, la démesure, que on ne vit plus comme on devrait vivre et que c'est encore plus vrai pour les classes supérieures. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est partagé. Et voilà, donc moi, je crois en effet à l'idée d'un plafond. Il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser et on est en train de tous le ressentir, quoi. Donc, comme il y a une incapacité de l'homme à s'auto-limiter, il faut qu'il y ait une auto-limitation collective et qu'il y ait une organisation de cette limitation. Il y a des gens qui sont limités tous les jours pour les plus petits déplacements, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer un ticket de bus. Donc, est-ce que la seule forme de limitation, ça doit être ce qu'on a dans le porte-monnaie? Ou bien est-ce qu'il peut y avoir des limitations organisées politiquement, parce que collectivement on se dit, c'est pas viable ça. Mais dans ce pays, les gens massivement sont limités dans leurs déplacements. Simplement, la limite, c'est leur portefeuille, quoi. C'est l'argent. Moi, je voudrais remercier Joseph, qui est mon collaborateur. Oui. Vous savez, je rends hommage moi, aux petites mains invisibles quand elles sont à l'Assemblée nationale. Excuse-moi, Joseph, mais quand elles sont à l'Assemblée nationale et qu'elles font le ménage. Mais il y a un travail intellectuel invisible. Et je pense que si jamais on porte cette proposition de loi, c'est parce que nos collaborateurs y ont participé. Et en plus, c'est Joseph qui, il y a un an, enfin j'étais déjà parti sur l'aérien, mais qui m'a proposé de faire ça. C'est Joseph qui me le refait, qui me l'a remis sur la table cette année. Les quotas, on est censé depuis un bout de temps et justement se poser la question de quand est-ce que ça paraît acceptable, quand est-ce que ça devient audible. Donc je pense que le moment, le temps est venu pour en parler un autre, par ailleurs il part cette semaine de l'Assemblée nationale. Donc moi je salue le travail de Joseph sur voilà, je m'excuse mais c'est mon petit temps perso. Merci Joseph. Ça, vous y avez pensé avant la Convention citoyenne sur le climat? Non mais moi ça fait très longtemps. Ça fait, excusez-moi mais... Ça fait très longtemps, j'ai par exemple... En fait, on s'est retrouvés... moi, j'ai été invitée dans la cuisine de François en avril, pendant le confinement, en fait. Quand il y avait, en fait, l'échange sur ce texte-là, quand, pendant le confinement, on commençait d'être annoncées les aides au secteur aérien et en particulier à Air France, et qu'il y a eu la bataille parlementaire sur la question des conditions écologiques, et qu'il n'y en avait aucune. On a échangé et à ce moment-là dans la conversation, François dit mais moi je suis pour des quotas. Et je lui dis mais moi aussi je suis pour des quotas. Voilà. Mais je pense que c'est une idée, enfin moi ça fait des années, hein, mais je pense que c'est une idée qui traîne dans les têtes et que finalement, je vais vous dire, on se dit mais on va passer pour des fous. Il y a quelques années quand on pense que les taxes ça marche pas et que c'est pas juste. Et donc, on l'a là parce qu'on sent que c'est ça qu'il faut des plafonds, mais on n'ose pas. Et puis après, on devient responsable politique, alors là, c'est encore pire. Mais voilà, donc on s'auto-limite aussi, et il y a un moment où on se dit, bon, c'est bon là, je veux dire, on est en train de foncer droit dans le mur, au moins on va poser, ça sera un jalon qui sera posé pour la suite. La discussion est s'arrêtée entre vous en avez parlé dans les groupes auxquels vous appartenez? Non, on a décidé de donner une nouvelle étape au travail qu'on avait commencé l'année dernière. Mais qui là effectivement marque c'était une rupture de dire qu'il faut supprimer des liaisons aériennes inutiles quand il y a le train. C'en est une autre d'entrer dans un système de quota carbone. Mais l'année dernière, il y a un support. Voilà. Mais ce que je vous disais, c'est attention. Ce que je vous disais, c'est attention, les choses bougent quand même, puisque j'ai appris que ce matin, le ministre de l'économie a quasiment acté l'abandon du projet de Terminal 4 à Roissy, en disant, vous savez, qu'il va falloir le réétudier, etc. Ce qui était inimaginable il y a quelques semaines ou quelques mois. Une fenêtre en ce moment, vous pensez? Moi, je travaille les esprits, moi. C'est spirituel. Ce que ça devient, nos propositions de loi, et puis tout ça, j'en sais rien. Moi, je travaille un mûrissement, et voilà, c'est ça que je travaille. Donc, c'est pas le mûrissement du gouvernement, c'est le mûrissement des gens que je travaille.
Alors, je reformule, le moment est propice pour que cette proposition soit reprise, débattue. Ouais, je pense qu'en tout cas, le principe, moi, s'il y a un truc, c'est cette proposition-là, mais voilà, ça tombe comme ça, mais c'est le principe du quota. C'est le principe de dire, les taxes, c'est pas ça qui marche. Je le redis, je le répète, mais c'est pas juste et c'est inefficace. Et ce qu'il faut maintenant, c'est un plafond. Il y a des modes de vie qui sont plus compatibles avec les limites planétaires, quoi. Donc bon, ces modes de vie-là, il faut les écréter. Je lisais encore un papier là, dans The Guardian, je ne sais pas si tu as vu, c'est un climatologue, Anderson, qui disait que les 10% les plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre, et si jamais on réduit ne serait-ce que leur mode de vie à eux au niveau de la moyenne européenne, et bon, on baisse d'un tiers les émissions en Europe. Donc il y a un truc qui se joue. Moi, j'ai une logique de classe. Je ne vais pas la cacher quand je suis sur le terrain écologique. Et je pense qu'il y a une logique de justice sociale de bien montrer qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans les émissions de gaz à effet de serre. Et l'avion en est un symbole et un moteur, quoi. Et en ce sens, en fait, une logique de quota concourt à réduire les inégalités. J'ai juste une question technique, je suis désolée, je suis arrivée en retard, vous m'avez pas dit, cette proposition-là, elle est déposée quand? Là, elle passe devant le bureau aujourd'hui, et manifestement, c'est à 18h que c'est validé par le bureau de l'Assemblée nationale, mais elle a reçu un préavis positif. Donc, elle devrait être au journal officiel demain. Voilà. Vous l'avez la proposition de loi, c'est bon? Oui. Ok, bon. Merci. Merci à vous. Merci.